Bon, merci d'être venu pour entendre parler de La Fontaine. Vous me dites si vous m'entendez au fond, hein. Euh, bon, tout d'abord, je remercie l'équipe de l'usine des tramways qui m'a proposé de vous parler de Jean de La Fontaine. Je remercie Jacques Le Gall, là, qui est au premier rang, parce que c'est lui qui m'a dit qu'il y avait une possibilité de parler de La Fontaine. Et je ne suis pas du tout spécialiste de La Fontaine, je suis plutôt spécialiste du XVIIIe siècle, mais La Fontaine, pour moi, j'ai une sorte de reconnaissance pour lui, j'ai une sorte de dette à son égard, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter. Alors, la bibliographie sur La Fontaine est immense. C'est un des écrivains sur lequel on a le plus écrit depuis le XVIIe siècle. Donc, moi, je vais centrer mon propos sur cette question de la diversité. Et c'est une formule de La Fontaine. Diversité, c'est ma devise. Alors, je vais commencer par vous lire une fable. Voilà, le curé et le mort, c'est la fable 10 du livre 7, et ça c'est l'illustration dans l'édition du XVIIIe siècle, d'après un dessin de Oudry, donc, et la gravure figure dans l'édition. On voit un carrosse, en fait, qui est un carrosse mortuaire, qui s'est renversé. Voici la fable. Le curé et le mort. Un mort s'en allait tristement s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse porté, bien et dûment empaqueté, et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière. Robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère. Le pasteur était à côté et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons, et des psaumes, et des leçons, et des versets, et des répons. Monsieur le mort, laissez-nous faire, on vous en donnera de toutes les façons. Il ne s'agit que du salaire. Mais sire Jean Chouard couvait des yeux sans mort, comme si on eût dû lui ravir ce trésor, et des regards semblaient lui dire « Monsieur le mort, j'aurai de vous tant en argent, et tant en cire, et tant en autres menus coups. » Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette du meilleur vin des environs. Certaines nièces, assez propettes, et sa chambrière paquette devait avoir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heurt survient, adieu le char. Voilà messire Jean Chouard qui du choc de son mort a la tête cassée. Le paroissien en plomb entraîne son pasteur, notre curé suit son seigneur, tous deux s'en vont de compagnie. Proprement, toute notre vie est le curé Chouard qui sur son mort comptait et la fable du pot au lait. Donc cette fable c'est une fable qui n'est pas imitée d'un écrivain de l'Antiquité, c'est un fait divers que l'on connaît, un fait divers contemporain, et je l'ai choisi pour commencer ce propos parce que je trouve qu'elle caractérise très bien l'art de La Fontaine fabuliste. D'abord, il y a une question de rythme, des alexandrins, des octosyllabes, le petit détail évocateur, la nièce assez propette, la chambrière paquette, là, donc avec une situation qui est plutôt triste, qui serait plutôt macabre, mais c'est sans pesanteur, et La Fontaine nous fait sourire. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve quelque chose qui est très caractéristique, c'est le thème de la rêverie, la laitière et le pot au lait. Les fables se suivent dans le recueil. Il y a la laitière et le pot au lait et le curé et le mort, là. Donc, on trouve souvent chez La Fontaine ce thème de la rêverie qui se brise sur une réalité. Alors, on note qu'à la fin, au moment où il tire sa petite morale, il parle en première personne du pluriel, toute notre vie est le curé Chouard, et on se dit que La Fontaine est bien poète. Jean-Pierre Collinet, qui est un spécialiste de son œuvre, parlait du miracle poétique des fables. Je trouve que ça correspond bien à cette fable, même si Paul Éluard, le poète, le très grand poète surréaliste, n'avait pas retenu La Fontaine dans son anthologie de la poésie française, parce qu'il trouvait que c'était pas une forme de poésie qui le faisait rêver, quoi. Alors l'art de La Fontaine, pour moi, c'est ce sens du rythme, de la musicalité de la langue au service d'un imaginaire, et c'est cette volonté de complicité souriante avec un lecteur.
Son art, on va le voir, se caractérise par cette variété, cette diversité dont il a fait sa devise et qui constitueront mon fil conducteur. Alors dans un premier temps, je ne serai pas du tout académique et je vais vous raconter comment enfant j'ai rencontré La Fontaine. Ensuite, je vous montrerai 5 portraits originaux de La Fontaine et je rappellerai les grandes étapes de sa vie, mais assez rapidement. Vous avez pu les voir dans l'exposition. Ensuite, donc, il me restera deux thèmes à aborder. Les enjeux de son œuvre, avec ce que l'on a appelé ses contradictions, mais je ne crois pas qu'il s'agisse de contradictions. Les phobies, il y a des phobies de La Fontaine, je vous en parlerai, et les grands thèmes qu'elle développe. Je conclurai en soulignant que pour moi, La Fontaine n'est jamais là où on l'attend, il est toujours ailleurs. Alors ma première rencontre avec La Fontaine, c'est une fête. J'ai passé mon enfance dans un village Condé-en-Brie, la Brie champenoise, à 15 km de Château-Thierry. Donc, Château-Thierry, c'est la ville natale de Jean de La Fontaine. Et depuis 1853, tous les ans, sauf pendant les époques de cataclysme ou d'épidémie, depuis 1853, à Château-Thierry, il y a ce qu'on appelle la fête à Jean. Ça continue encore aujourd'hui. Dans mon enfance, c'était absolument extraordinaire. Toutes les vitrines de la ville de Château-Thierry étaient décorées et illustraient la fable qui avait été retenue. Il y avait un grand défilé de chars. Le soir, on tirait un feu d'artifice. Et pour le gamin, moi, j'étais complètement ébloui. Et je trouvais que La Fontaine, c'était bien parce que c'était cette fête. Et surtout, les fables qu'on apprenait à l'école, tout à coup, ça devenait un objet de festivité. Donc, c'était vraiment très bien. Seconde rencontre. Alors, je suis entré comme pensionnaire au collège, ça s'appelait le collège Jean de La Fontaine, maintenant ça s'appelle le collège Jean Racine à Château-Thierry, et le bâtiment, j'étais interne donc, le bâtiment de l'internat, avec des marches polies par des générations et des générations d'internes, ce bâtiment avait conservé une architecture du XVIIe siècle, un peu conventuelle, comme une sorte de couvent. Pour nous, enfants, c'était un peu sinistre, mais on savait que La Fontaine l'avait peut-être fréquenté. Au rez-de-chaussée, il y avait un grand escalier. Au rez-de-chaussée, il y avait la plaque de marbre où était inscrit en lettres d'or le nom des anciens élèves morts pour la France. Et juste devant, il y avait un buste de Jean de La Fontaine, un peu comme celui que j'ai mis. Voilà, c'était pas celui-là, mais il lui ressemblait. Donc il y avait un buste et les pensionnaires avaient un jeu donc, qui consistait à habiller régulièrement ce buste. Alors, on le coiffait d'un béret, d'un chapeau de paille, d'une casquette, parfois, je l'ai vu, d'un nid d'oiseau, d'une botte de légumes. L'hiver, ce buste était... on prenait soin de la santé de La Fontaine, puisqu'on lui mettait un bonnet de ski, une écharpe de laine. Au printemps, c'était des lunettes de soleil. Je l'ai vu avec un chapeau de cow-boy et un chewing-gum. Et j'ai vu aussi, mais je crois que je n'ai pas bien compris pourquoi, et on lui avait entortillé des bas de femme et on lui avait mis un soutien-gorge, je me souviens, sur le buste. Comme ça, c'était tout à fait irrévérencieux. Et le surveillant général, c'était... il n'était pas du tout content, il essayait tout le temps de prendre les coupables, il y arrivait parfois, mais pour l'enfant que j'étais, La Fontaine ne s'offusquait pas de ces plaisanteries un peu potaches. On parlera peut-être du bonhomme La Fontaine, mais il y avait quelque chose de très ludique et je trouvais que ça lui donnait une allure un peu complice, inattendue, cocasse. Alors voilà ma vraie rencontre avec La Fontaine. La troisième rencontre d'enfance, j'ai eu un père spirituel qui s'appelait Pierre Fagot et qui était comme un personnage des fables de La Fontaine. Vraiment, il était meunier d'abord, donc il était vraiment meunier, il gagnait sa vie en fabriquant de la farine, donc il était archéologue, il était poète, il était membre de la Société historique de Château-Thierry, et son nom, même pour moi, Pierre Fagot, j'avais l'impression que ça venait d'une fable, donc. Alors c'était un homme dont la famille était enracinée dans un village juste à côté entre Château-Thierry et Condé-en-Brie, Conigy, un petit village dans la vallée de la Duise. Donc il était extrêmement attaché à son lieu d'origine, à cet endroit où la famille était enracinée. Son moulin, qui produisait de la très belle farine, était aussi une sorte d'annexe de la Société protectrice des animaux,
puisqu'il récupérait tous les animaux dont personne ne voulait, des chiens à qui manquait une patte, des choses comme ça. Et quand j'étais enfant, ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'un jour, on lui a apporté une truie qui avait été trouvée dans le bois de Boulogne. Il l'a baptisée Ophélie, je m'en souviens, et elle a fini par peser 350 kilos. Donc, et on avait des conversations. Donc moi, le monde de La Fontaine, quand j'étais gamin, on parlait avec ces animaux. Alors plus sérieusement, Pierre Fagot m'apprenait la culture populaire champenoise, et parmi les livres qu'il m'a fait lire, j'en ai conservé un, je me souviens de cette monographie sur le plateau Briard où musa La Fontaine. C'était un livre d'un instituteur, donc M. Jules Michel, qui était instituteur, sur le plateau Briard où musa La Fontaine. D'abord, je ne savais pas ce que ça voulait dire musée, donc se promener en rêvant. J'ai découvert le sens du mot, et ce personnage de La Fontaine s'est un peu inscrit dans les paysages de mon enfance, donc en une sorte de promeneur solitaire, bucolique. Hein. C'est une image d'Épinal, ça ne correspond pas à la réalité, mais j'avais une sorte de proximité avec La Fontaine, et encore aujourd'hui, quand je lis ce livre, je me souviens de cette époque, de cette enfance et de cette rencontre avec La Fontaine. Quatrième rencontre, plus académique, une quinzaine d'années plus tard. J'étais étudiant à l'université de Reims, donc étudiant en lettres, et Reims était la ville que La Fontaine considérait comme la plus belle ville de France, et c'était la ville où son ami de toute une vie, Maucroix, François de Maucroix, a vécu, donc il était chanoine de la cathédrale de Reims, donc, et j'y ai retrouvé La Fontaine en préparant l'agrégation. La Fontaine était au programme l'année où j'ai passé l'agrégation, donc, et j'ai toujours le sentiment de reconnaissance, parce que je dis, si j'ai eu l'agrégation, c'est grâce à La Fontaine. C'est La Fontaine qui est sorti au concours, et j'ai vraiment ce sentiment que c'est grâce à lui, par son intervention en quelque sorte. Alors ensuite, je ne me suis pas spécialisé sur le XVIIe siècle, mais sur le XVIIIe, et les fables de La Fontaine étaient très présentes dans ce XVIIIe siècle, puisqu'on considère que le livre dont je vous montre la couverture, c'est l'édition des contes de La Fontaine, qu'on appelle l'édition des fermiers généraux, parce qu'elle était réservée à ces gens extrêmement riches, qui étaient les receveurs des impôts, là, et qui avaient fait faire cette édition, tirée à 1000 exemplaires, extrêmement bien reliée, avec de très belles gravures d'Eisen, je crois, d'après les dessins d'Eisen. Donc, au XVIIIe siècle, La Fontaine a été éditée, magnifiquement éditée. Ces fables ont été éditées en 1755 avec des gravures qui sont très belles aussi, d'après des dessins d'Oudry. Donc, vous avez là, je crois que celle-ci, c'est Les femmes et le secret, une fable dont je vous reparlerai. Et celle-ci, c'est Le meunier, son fils et l'âne. Alors, au XVIIIe siècle, toujours, quelque chose me fascinait aussi, ce sont ces lavis de Fragonard, le peintre Fragonard, le peintre de l'érotisme, donc, pour une édition des contes qui n'a pas été publiée du vivant de Fragonard, et que l'on a publié sous forme de gravure. Donc, vous avez là trois contes, donc le Gascon puni, un Gascon qui s'était vanté d'avoir une relation avec une femme, et qui a été puni en couchant avec la femme, mais sans qu'il sache que c'était la femme en question. Là, c'est un autre conte, donc La servante justifiée, puisque un mari volage a une relation dans le jardin avec une servante, il s'aperçoit qu'il est observé. Que fait-il? Il appelle sa femme et il recommence avec sa femme pour que la femme qui l'observe, quand elle va dire à la femme qu'elle a vu son mari, le mari pourra dire « mais non, c'était avec toi ». Donc, et là, on ne s'avise jamais de tout, c'est un conte aussi où une femme réussit à tromper son mari. Alors, au XVIIIe siècle, il y a aussi des fabulistes, il y a Dora, et il y a surtout Florian. Et Florian n'a pas bonne réputation, mais je trouve que certaines de ses fables peuvent se mesurer à celles de La Fontaine. Alors, j'ai passé beaucoup d'années en Chine, et j'ai enseigné en Chine, et j'ai été très surpris quand il m'est arrivé de faire des conférences ou d'expliquer des textes de La Fontaine, et La Fontaine prenait un sens très fort en Chine, pas seulement pour les grandes fables politiques comme les animaux malades de la peste ou les obsèques de la lionne, mais toutes les fables qui opposent la conscience morale à des injustices un peu institutionnalisées, eh bien en Chine, ça avait un écho beaucoup plus fort peut-être qu'en France. Cinquième et dernière rencontre, donc, eh bien, je n'ai que ces photos.
Mais en 2007, Robert Wilson a fait une mise en scène de 19 fables de La Fontaine. Alors vous pouvez trouver le DVD. C'est un spectacle qui m'a enthousiasmé. Le DVD, c'est moins bien parce qu'on n'a pas l'atmosphère de la salle et c'est une bonne captation cinématographique, mais c'est pas comme dans la salle. Mais là, c'était vraiment un spectacle extraordinaire et surtout, ils avaient réussi à nous faire prendre conscience d'une sorte de fusion entre le monde des hommes et le monde des animaux. Et on se rendait compte que les fables étaient extrêmement théâtrales. On pouvait construire un jeu théâtral à partir de la fable avec un narrateur et les comédiens qui interprétaient cela. Alors c'est ce que j'appelle un peu La Fontaine rêvée. Alors on va passer donc à un La Fontaine moins rêvé, plus historique, à partir des portraits de La Fontaine que l'on connaît. Il y a au moins 5 tableaux qui ont été peints donc du vivant de La Fontaine et qui sont identifiés avec une certaine certitude. Alors le premier est par François de Troyes. Alors moi j'ai l'impression que La Fontaine n'a pas plus de 40 ans, mais ça pose un problème là sur ce tableau. J'ai l'impression qu'il n'a pas plus d'une quarantaine d'années, mais ça pose un problème parce que si on fait le calcul, le peintre n'aurait que 16 ans. Et il ne produisait pas de Troyes. Alors d'autres disent qu'il a plus de 40 ans, mais vous verrez par rapport aux autres tableaux. Alors c'est un portrait officiel et La Fontaine là est un peu en majesté avec un vêtement très ample, avec des dorures, des broderies dorées, une grande perruque, sa dentelle, c'est plus la mode des fraises, il a une petite dentelle. On voit un homme un peu imposant là. Alors son trait de visage caractéristique, c'est un nez assez fort, qu'on qualifie souvent de nez bourbonien. Là, il est au bord du sourire et il ne sourit pas. Et dans tous ces tableaux, vous verrez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais quand on regarde le tableau, il a un regard un peu absent, un peu mélancolique. Sur tous ces tableaux, ça apparaît. Second tableau. Alors c'est le portraitiste officiel du XVIIe siècle, Hyacinthe Rigaud, qui a laissé 2 tableaux de La Fontaine, donc 2 portraits de La Fontaine. Il semble plus âgé, moi je dirais qu'il a 45, peut-être 50 ans là, mais il semble plus âgé que sur le tableau précédent. Non, je ne peux pas revenir en arrière, donc je laisse celui-ci. Donc il est vu de 3/4, il a le regard au loin, là, il a encore... Ah, pardon. Voilà, il faut lui laisser le temps de réagir. Donc, j'ai fait un agrandissement du regard. On voit qu'il a encore ce regard un peu ailleurs. Donc, alors, à nouveau, il a une tenue, un vêtement qui est en satin mordoré. Ça évoque des tableaux de Watteau. Donc, il a une cravate. Donc là, on voit que c'est un tableau un peu officiel. Mais il y a toujours ce regard ailleurs et la bouche un peu pincé, là il ne semble pas sourire. Troisième portrait, donc Nicolas de Largillière. La Fontaine a vieilli. Quel âge a-t-il? Moi je dirais une 60aine d'années. Cette fois il fixe le spectateur, le peintre, le spectateur donc, et il esquisse un sourire. Nous sommes sous Louis XIV, donc on voit avec l'ampleur de la perruque qui rend le visage proportionnellement plus petit et qui donne quelque chose d'un peu malicieux, donc une sorte de malice, comme s'il disait « Regardez-moi, je sais jouer mon rôle », il est peut-être déjà académicien. Avant-dernier portrait, donc là encore un portrait officiel, c'est le second portrait par Hyacinthe Rigaud. Donc autrefois il était attribué à Largillière, mais maintenant on pense que c'est Hyacinthe Rigaud, et il aurait été peint dans les 5 dernières années de la vie de La Fontaine, entre 90 et 95. Donc il est légèrement tourné vers sa droite, donc très légèrement. Il est quand même face au peintre. La bouche est pincée, alors certains commentateurs ont dit qu'il avait peut-être perdu ses dents, mais à nouveau, ce qui est frappant, c'est que dans le regard, il y a encore, même s'il regarde le spectateur, il y a une sorte de rêverie, peut-être un peu mélancolique. Alors tous ces portraits
ont quelque chose d'un peu officiel. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans les témoignages écrits sur La Fontaine, les gens qui l'ont connu, beaucoup de témoins disent qu'il était très négligé. Il se trompait dans ses paires de bas, il les mettait à l'envers, il avait la perruque un peu en vadrouille, il était un peu négligé. Et là, ça n'apparaît pas du tout dans ces tableaux. Il a une certaine prestance. Alors, on connaît un nouveau portrait de La Fontaine depuis 2010. Alors, ça a été publié dans la revue de la Société des Amis de La Fontaine, qui s'appelle Le Fablier, qui est en ligne. Vous pouvez trouver, si vraiment vous vous intéressez à La Fontaine, vous pouvez trouver tous les articles, soit universitaires, soit par des érudits locaux, dans la revue Le Fablier. En tapant Le Fablier, vous trouverez cette miniature. Alors je crois que c'est peut-être le portrait le plus vrai. Cette miniature a été retrouvée dans les descendants de la famille Pidou, qui est la famille de la femme de Jean de La Fontaine. Donc, il est, à mon avis, il n'a pas plus de 35 ans. Donc, et encore une fois, on voit un vêtement assez riche, la perruque encore, la petite moustache qui devait être à la mode, puisque Louis XIV en porte une sur un portrait à peu près de la même époque. Donc, il a les joues rondes, le menton un peu empâté. Donc, et encore une fois, quand on essaie de cerner son regard, il y a comme une sorte d'effet de lassitude, je ne sais pas comment le qualifier, comme s'il s'ennuyait un petit peu, comme s'il avait envie d'être peut-être ailleurs, donc une certaine mélancolie. En dehors de ces portraits picturaux, on a beaucoup de portraits littéraires de La Fontaine par des écrivains qui l'ont côtoyé. Alors je ne vais pas vous en citer beaucoup, j'en ai pris 2 qui sont très différents. Un portrait par quelqu'un qui l'a connu dans sa jeunesse, quand ils avaient une vingtaine d'années à Paris, c'est Talleyrand d'Héréau, un ami de jeunesse. Donc il a écrit un recueil d'historiettes qui sont oubliées, mais qui sont vraiment très bien. Ce sont des petites biographies ou des petites notes sur des gens qu'il a connus, et c'est parfois un peu corsé, c'est assez irrévérencieux, il dit des choses qu'il ne devrait pas dire, c'est parfois un peu scandaleux, il y a des ragots un peu croustillants. Donc. Alors que dit-il de La Fontaine ? Il n'a pas du tout conscience du génie de son ami, il en parle comme, je cite, « un garçon de belles lettres et qui fait des vers, nommé La Fontaine, qui est encore un grand rêveur ». Donc le thème du La Fontaine rêveur apparaît, donc, et il raconte plusieurs anecdotes qui illustrent la distraction de La Fontaine, j'y reviendrai. Deuxième écrivain que j'ai retenu, La Bruyère, Jean de La Bruyère, l'auteur des Caractères, qui a très bien connu La Fontaine, et lui le considérait comme un des très grands écrivains de son siècle, et on va trouver là une construction du portrait que l'on retrouvera dans beaucoup d'autres portraits de cette époque. On va opposer son apparence à son écriture. L'apparence, eh bien, c'est la balourdise en société, l'homme qui n'est pas capable de manifester le moindre humour ou le moindre trait d'esprit, et le génie littéraire. Voici ce qu'écrit La Bruyère. « Un homme paraît grossier, lourd, stupide. Il ne sait pas parler ni raconter ce qu'il vient de voir. S'il se met à écrire, c'est le modèle des bons contes. Il fait parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point. Ce n'est que légèreté, qu'élégance, que beau naturel et que délicatesse dans ses ouvrages. » Donc là, on voit l'opposition entre une sorte d'ours mal léché et puis cet enchanteur dès qu'il écrit. Quand on lit La Fontaine, on est sûr que la deuxième partie du jugement est juste. Alors le troisième écrivain que j'ai retenu, c'est Saint-Simon, qui est plus tardif, mais qui a connu La Fontaine et qui a appris dans le salon de Madame de Lafayette, Saint-Simon, le duc de Saint-Simon, l'auteur des Mémoires, qui seront connus au milieu du XVIIIe siècle, donc 70 ans après la mort de La Fontaine. Quel éloge funèbre Saint-Simon consacre-t-il à La Fontaine ? Voici juste tout ce qu'il dit. La Fontaine, si connu par ses fables et ses contes, est toutefois si pesant en conversation. C'est une exécution. Hein, là. Donc, le fait qu'il soit connu par ses fables et ses contes, il le rappelle, et dans la mondanité, eh bien, La Fontaine ne brillait pas par son talent. Le plus bel éloge, je crois, qui était fait de La Fontaine, éloge posthume, c'est son ami, François de Maucroix, l'ami de toute une vie, vraiment de toute une vie. Ils ont dû se rencontrer au collège et ils ont toujours été liés.
Il a écrit ses mémoires qui ont été publiés au XIXe siècle. Qu'écrit-il? C'était l'âme la plus sincère, la plus candide, jamais de déguisement. Je ne sais s'il a menti en sa vie. Là, il y a une sorte d'éloge absolu de La Fontaine, l'homme qui est dans la sincérité. Alors, quelques remarques biographiques. Je ne peux pas vous reprendre toute la vie de La Fontaine, ce serait beaucoup trop long. Toute cette vie, on a beaucoup de récits de vie de La Fontaine. Tous ces récits de vie sont pleins d'anecdotes plaisantes sur sa distraction, sa balourdise en société, sa négligence vestimentaire, ses méprises et ce qu'on a appelé sa bonhomie. Et la bonhomie, c'est un peu embêtant parce qu'il y a une sorte de condescendance. Quand vous dites le bonhomme La Fontaine, ça laisse entendre qu'il était un peu niais quelque part. Quand on dit le bonhomme un tel, on ne le dit plus trop aujourd'hui. Mais au XVIIe siècle, ça laisse un peu entendre une certaine condescendance. Exemple de méprise, de balourdise de La Fontaine. Le roi, à qui il aurait présenté un de ses livres, lui aurait donné une bourse de 1000 écus, ce qui n'a jamais été le cas. Et La Fontaine aurait oublié la bourse dans le carrosse qu'il ramenait c'était déjà Versailles, qu'il ramenait de Versailles. Il aurait oublié la bourse. On lui parle de Saint-Augustin, il répond Rabelais. Donc là, on est dans deux univers différents. Il croise un jeune homme, on lui dit que c'est son fils, il ne l'avait pas reconnu. Distraction extrême. À table, déjà âgé, il est si troublé par sa jeune voisine qu'au retour, il s'égare dans la campagne et il est obligé d'aller se réfugier dans une auberge. À table, il dîne avec des amis, il ne les reconnaît pas quand il les croise juste après dans la rue. Plus âgé, il assiste à des obsèques. Une semaine plus tard, il va sonner dans la maison du mort pour demander des nouvelles à sa famille. Donc, moi, je me dis, il va être un peu Alzheimer sur la fin de sa vie, je ne sais pas. Ou alors, on raconte n'importe quoi. L'anecdote la plus amusante, que l'on raconte souvent, je crois que le premier à la raconter, c'est un chroniqueur que j'aime beaucoup, Mathieu Marais, un chroniqueur de la Régence. Que se passe-t-il? La Fontaine arrive très en retard à un dîner chez des amis. Il se justifie en disant qu'il avait observé l'enterrement d'une fourmi, pas d'une souris, d'une fourmi. 4 siècles plus tard, il y a 15 jours, j'ai regardé en replay l'émission Secret d'Histoire de Stéphane Bern, qui est très intéressante parce qu'on voit plein de choses. Donc, et qu'apprend-on? Stéphane Bern nous dit que c'est pas un ami que La Fontaine aurait fait attendre, mais c'est le roi, Louis XIV, qu'il était attendu à dîner chez le roi et qu'il l'aurait fait attendre et qu'il aurait dit au roi « Ah ben, je suis désolé, j'ai assisté à l'enterrement d'une fourmi. » Bon, c'est impossible. Louis XIV n'a jamais reçu La Fontaine en privé. Il a peut-être eu une audience publique, mais Louis XIV, je vous le dirai, ne lui a jamais pardonné un certain nombre de choses. Et La Fontaine n'a jamais été reçu en privé. Et La Fontaine s'est montré toujours flatteur et même courtisan vis-à-vis du monarque ou de Madame de Montespan. En réalité, c'est une anecdote qui est extrapolée à partir d'un texte de La Fontaine, dont je vous parlerai si j'ai le temps, un poème religieux, La captivité de Saint-Malc, qui est un poème étonnant, où il évoque justement une fourmi morte et les autres fourmis qui l'emportent. Alors, on doit reconnaître toutefois que La Fontaine a contribué à ces légendes. Il a écrit une épitaphe. Alors, on ne sait pas s'il se la destinait, mais il l'écrit pour un certain Jean, et ce Jean en question lui ressemble comme un frère jumeau. Je vous lis ces 6 vers de l'épitaphe de ce Jean. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fonds avec le revenu, c'est-à-dire son argent et ses intérêts, mangea le fonds avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dispenser, 2 parts en fit, dont il saoulait passer, il en fit il distingua 2 parties dont il voulait jouir. Première partie, l'une à dormir, l'autre à ne rien faire. Donc, que dit La Fontaine s'il parle de lui-même? Eh bien voilà, j'ai voulu passer mon temps, l'une à dormir, une partie de mon temps à dormir, l'autre à ne rien faire. Il est avéré que La Fontaine aimait beaucoup dormir. On a beaucoup de témoignages, il aimait beaucoup dormir.
Alors au-delà de ces anecdotes qui font sourire, on connaît très bien le milieu de Jean de La Fontaine. Donc il signait Jehan quand il était très, très jeune. Il signait Jehan à la façon un peu médiévale. On connaît bien ce milieu, c'est la bourgeoisie de province, propriétaire terrienne, et qui commence à accéder à la noblesse en achetant des offices, anoblissant. Les grandes étapes de sa vie sont bien définies. Sa naissance à Château-Thierry, donc peu avant le 8 juillet. Il n'est pas né le 8 juillet. Le 8 juillet, c'est le jour de son baptême. Et on oublie souvent il est 17 ans plus âgé que Louis XIV. Il y a presque une génération. Louis XIV naîtra 17 ans plus tard. Alors, on ne sait rien de sa jeunesse, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a eu une vocation religieuse à 21 ans, et il est entré à l'Oratoire du Louvre, à Paris, qui était une institution extrêmement rigoriste pour former des prêtres, mais au bout d'un an, il a renoncé, il a fait des études de droit, et il a obtenu un diplôme d'avocat, et on sait qu'il a fréquenté un cercle littéraire de bons vivants, littéraires, ludiques, les paladins, ou palatins, on a les deux attestations, ou chevaliers de la table ronde. Et ça avait été fondé par son ami Talleyrand des Réaux. En 1947, donc il va avoir 26 ans, sa famille lui fait épouser un très bon parti, Marie Héricard. Elle a 14 ans, mais à l'époque, ce n'était pas choquant. Donc, et le couple partage son temps entre Paris et Château-Thierry. Il y a une journée de voyage, à l'époque, pour aller de Paris à Château-Thierry, il y a une centaine de kilomètres. Un garçon leur naît, Charles, donc, 5 ans après le mariage, et les parents s'éloignent et on dit que cette séparation s'est faite sans rupture. Mais on a quand même quelques témoignages, notamment un témoignage de Talleyrand des Réaux qui dit que la femme séchait sur pied, il dit, elle s'est desséchée. À 31 ans, La Fontaine achète une charge, maître des eaux et forêts, exactement comme celle de son père, donc, et sa fonction de maître des eaux et forêts, dont je dirai quelques mots, lui laisse des loisirs, et le tournant de sa vie, eh bien, c'est par l'intermédiaire d'un de ses oncles, un oncle de sa femme, Jacques Janard, il entre en tant que poète dans le cercle du surintendant Fouquet, qui était l'équivalent du ministre des Finances, un fastueux mécène. Si vous avez vu le château de Vaux-le-Vicomte, c'est extraordinaire, là, c'est Versailles, 30 ans avant Versailles, ou 40 ans avant Versailles. Donc là, La Fontaine devient en quelque sorte le poète officiel de Fouquet. Donc, il côtoie des très grands seigneurs, et surtout, il a pu rencontrer Molière, Corneille, le nôtre, Levaux, donc l'architecte, Lebrun, le peintre, Scarron, le poète, Perrault, l'auteur des contes, Mademoiselle de Scudéry, Madame de Sévigné. Il a rencontré tout le gratin de l'époque. Et pour Lebrun, c'est important parce que c'est le peintre qui va, j'aurais dû vous mettre quelques images, qui va réfléchir à la physiognomonie, c'est-à-dire comment la forme d'un visage peut révéler un caractère et comment on peut la rapprocher d'un animal en soulignant les traits caractéristiques, la force pour le lion, la ruse pour le renard, et comment il a fait une quarantaine de dessins qu'il a fait graver, et on peut se demander si l'une des origines des fables, c'est pas autour de Lebrun. Alors on connaît la catastrophe du 17 août 1661, lors de la fête que Fouquet a donnée pour le roi dans son château de Vaux-le-Vicomte. Le roi va le faire arrêter, et La Fontaine, c'est tout à son honneur, va rester fidèle, il restera toujours fidèle à Fouquet, et il va même publier une ode au roi pour Monsieur Fouquet, et on peut penser que c'est l'une des raisons pour lesquelles Louis XIV ne pardonnera jamais à La Fontaine. En 1664, il a 43 ans, mauvais gestionnaire de ses biens, tenté par les jeux d'argent, accusé par un fonctionnaire un peu tatillon d'usurpation de noblesse, eh bien, il trouve une autre fonction, il entre au service de la duchesse d'Orléans, la vieille duchesse d'Orléans, et il est hébergé dans le palais du Luxembourg avec une charge de gentilhomme servant qu'il croit anoblissante, mais ça a été discuté, et surtout qui est peu prenante. Il est logé, il a une table, il n'a pas de gros émoluments, mais ça lui permet surtout de fréquenter l'aristocratie, et surtout celle qui est à Château-Thierry, c'est la duchesse de Bouillon. Elle est
duchesse de Château-Thierry aussi. Donc c'est l'aristocratie de sa ville natale. Quand on voit ce portrait d'Anne-Marie Mancini, c'est une nièce de Mazarin, donc, hein, et c'est Mazarin qui l'a mariée au duc de Bouillon, on comprend qu'elle aimait beaucoup La Fontaine, et elle aimait les contes de La Fontaine. C'est une femme extrêmement libertine, qui a été un peu compromise dans l'affaire des poisons, qui s'est exilée en Angleterre, mais bon, c'était une grande aristocrate, et il n'y a pas eu de suite. Donc La Fontaine la fréquente, et écrit des fables et des contes, et elle le pousse surtout à écrire des contes. La Fontaine fait régulièrement le voyage entre Paris et Château-Thierry. Il fréquente les salons parisiens, Madame de La Fayette, Madame de Sévigné, Madame de la Sablière. Il se lie d'amitié avec Jean Racine, donc qui est beaucoup plus jeune que lui, 17 ans. Il y a une correspondance entre La Fontaine et Jean Racine. Malheureusement, une grande partie a disparu. Et au bout de 8 ans de service, donc, après la mort de la duchesse d'Orléans, c'est Madame de la Sablière qui va l'accueillir chez elle sans qu'il soit officiellement question d'amour. Elle va l'héberger pendant 20 ans. Ce qui caractérise sa production littéraire, sur laquelle je reviendrai, c'est une alternance assez régulière entre des recueils de contes et des recueils de fables. 4 recueils de contes et 4 recueils de fables. Alors, mais il publie aussi plein d'œuvres différentes sur lesquelles je reviendrai, même un livret d'opéra. Que veut La Fontaine? Il veut entrer à l'Académie. Chacun a ses faiblesses. Hein. Lui, bon, l'Académie est jeune à l'époque, et c'est une reconnaissance. Et il va finir par être élu, malgré, non pas l'opposition, mais le mauvais vouloir de Louis XIV. Il est élu à 63 ans. Donc, et il va être à l'origine d'une des grandes querelles au sein de l'Académie, puisqu'il va s'opposer à Charles Perrault. Charles Perrault a écrit un texte sur le siècle de Louis XIV en disant « La littérature de notre siècle est supérieure à celle de l'Antiquité ». Eh bien, La Fontaine va s'opposer à cette idée et il va défendre la littérature de l'Antiquité. Alors que, dans la dernière partie de sa vie, Madame de la Sablière, c'est une protestante convertie au catholicisme, s'occupe de soigner des malades. Et avec un dévouement extraordinaire, eh bien, à la même époque, La Fontaine fréquente les 2 petits-fils d'Henri IV et de Gabriel d'Estrées, les Conti et les Vendôme, qui sont des fiefés libertins. Hein. Ce sont vraiment du libertinage, pas sadien comme au XVIIIe siècle, mais c'est vraiment un libertinage effréné. Et alors que sa protectrice fait preuve de toutes les vertus, lui, La Fontaine, âgé, fréquente ce milieu des Conti et des Vendôme. Sa dernière amie, il est âgé, il a 67-68 ans, donc il fréquente Madame Ulrich, c'est une sorte de demi-mondaine, fille d'un violoniste du roi, et elle a écrit des pièces de théâtre, notamment La Folle en chair, qui est une très jolie comédie. Et on retient sa mémoire pour La Fontaine, parce qu'à la mort de La Fontaine, elle a recueilli des manuscrits, elle les a édités, et grâce à elle, on a un certain nombre de contes et de fables que La Fontaine n'avait pas publiés. Lorsqu'il tombe malade, en 92, on pense qu'il avait la tuberculose. Là, il se tourne vers la religion, il n'y a aucun doute. Hein. Et l'abbé qui l'assiste, l'abbé Pouget, lui fait renier publiquement ses comptes, donc devant une délégation de l'Académie, La Fontaine renie ses comptes, et il brûle le manuscrit d'une pièce de théâtre qu'il avait quasiment achevée et que Racine a lu et dont il dit que c'était une pièce intéressante. La Fontaine, lorsque Madame de la Sablière meurt, âgé, donc il a 72 ans, il n'a plus de maison, il a été très imprévoyant, il a été très cigale. Il est recueilli par une famille de banquiers, les Dervard, une famille de banquiers très riches, et là, il traduit des textes religieux. Il est vraiment entré dans une préoccupation religieuse, donc il traduit des hymnes, des psaumes, mais tout à fait de façon étonnante. Il publie aussi en 1994 son dernier recueil de fables. Donc on voit qu'il n'a pas renoncé. Il meurt donc en avril 1995, 3 mois avant son 74e anniversaire. Alors là se pose un petit problème. Je ne veux pas, prendre parti, mais il y a une légende pieuse sur La Fontaine. On a raconté qu'au moment de sa toilette mortuaire, on avait trouvé un cilice, c'est-à-dire une sorte de sous-vêtement en toile très grossière qui était une façon de mortification. Et alors le prêtre qui l'avait suivi n'était pas là au moment de sa mort, mais il en a parlé. Mais il ne dit pas
qu'il a vu La Fontaine avec ce... Il dit simplement que des gens lui ont dit qu'ils avaient vu dans une armoire des instruments de mortification. Et le prêtre, qui le connaissait, a dit « Je ne lui ai jamais imposé des mortifications ». Je crois que c'est peut-être une pieuse légende. Il ne fait aucun doute que La Fontaine avait peur du jugement dernier, il avait peur d'être... Il le dit à Maucroix, il dit à Maucroix, tu sais comment nous avons vécu, et je vais affronter le jugement. Donc là, il avait très peur, mais je ne suis pas sûr que cette histoire de mortification ne soit pas une pieuse légende. Alors, dans cette biographie telle que je l'ai évoquée, il y a au moins deux trous de silence, c'est l'enfance. On ne sait rien sur l'enfance de La Fontaine. Alors moi j'ai toujours pensé, la famille avait des fermes dans la campagne autour de Château-Thierry et pas loin du village où j'ai vécu, donc j'ai toujours pensé qu'il avait peut-être été mis en nourrice et que ça pouvait peut-être expliquer une proximité avec la campagne, beaucoup plus que la fonction qu'il a exercée de maître des eaux et forêts, qui était une fonction judiciaire et administrative. Quand on dit que La Fontaine allait, alors il est bien sûr, il a dû aller quelquefois sur le terrain, mais c'était pas ça son métier. Son métier c'était de calculer le nombre de mètres cubes qu'il fallait livrer à un tel, c'était de faire la police quand quelqu'un, les maraudeurs, tout ça, étaient ceux qui chassaient illégalement, étaient pris, c'était La Fontaine qui présidait une fois par semaine le tribunal. Alors, on ne sait rien de ses études, on ne sait même pas s'il a fait ses études à Château-Thierry, il n'y a aucune trace, il y a un livre, mais on ne sait rien. Donc, alors ce que l'on sait en revanche, c'est que jeune ou plus âgé, il n'a fait qu'un seul voyage, en dehors des allers-retours Paris-Château-Thierry, et il est allé une ou deux fois à Reims. Il n'a fait qu'un seul voyage, il est allé à Limoges, si j'ai le temps je vous dirai pourquoi. On ne sait pas où il a appris la musique, s'il a appris la musique, on a cru, il ne parle jamais de sa mère. Il n'y a jamais un mot sur sa propre mère. Alors, on a cru que sa mère était morte quand il était très jeune, donc très longtemps dans ses biographies, et depuis une vingtaine d'années, on s'est aperçu qu'il avait 21 ans quand sa mère est morte, puisqu'elle a signé un contrat alors que La Fontaine avait 20 ans. Alors, on pensait que la mélancolie de La Fontaine provenait peut-être du décès de sa mère. Il revendique sa mélancolie. Il y a une formule très célèbre, « J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. » Il y a cette formule étonnante pour un homme du XVIIe siècle. On pourrait lire, je ne sais pas, Lamartine, un poète romantique, le sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Et en plus, c'est écrit à la première personne du singulier, à une époque où on disait que le moi était haïssable. Alors, dans sa correspondance et dans ses œuvres, les seules choses qu'il dit, c'est qu'il aimait lire l'Astrée, les romans sentimentaux, Polexandre, un immense roman héroïque de ce temps, donc il dit qu'il l'a lu 20 et 20 fois, donc il avait une passion pour les fictions romanesques, pour la littérature sentimentale, la littérature baroque, mais on ne sait rien d'autre. Deuxième chose, à propos de cette enfance, là je vais résumer parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps, on associe la vie de La Fontaine au siècle de Louis XIV. Du point de vue chronologique, du point de vue de la chronologie des œuvres, c'est vrai. Il a publié, à part après 1660, donc c'est bien l'époque du règne personnel de Louis XIV. Mais La Fontaine est né en 1621 et toute sa jeunesse se passe sous Louis XIII et sous Richelieu, qui était le ministre du roi. Son enfance et sa jeunesse, eh bien, c'est la guerre de 30 ans, ce sont les guerres contre les protestants, c'est la guerre franco-espagnole qui dure de 35 à 58. Au temps de la Fronde, donc, ce sont 5 années de guerre civile. La Fontaine a entre 27 et 32 ans. Et là, Jules Michel, le petit livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, décrit la région de Château-Thierry pendant cette époque. Donc, on dit qu'il y a des témoignages. Les Boyaux rouges, qui étaient les soldats lorrains,
qui avait envahi la Champagne. Dans mon village, il y avait, malheureusement ça a disparu, sur linteau d'une maison, il y avait une inscription. Moi, quand j'étais gamin, ça me fascinait. Ici, les habitants de Condé-en-Brie ont arrêté les boyaux rouges et les ont empêchés de saccager la ville, donc le village. C'était vraiment quelque chose qui était très présent. Une autre calamité s'est abattue sur la région, la peste donc, et dans les registres d'état civil, pour les années 1651 et 1652, donc en plein dans cette période, La Fontaine a 30 ans, donc, un quart de la population est morte, ou est mort, le quart de la population en un an. Donc, et si on ajoute, La Fontaine en témoigne, qu'il y a eu des inondations épouvantables et des hivers extrêmement rigoureux, toujours dans ce même petit livre, un redémarrage automatique planifié, non. Je fais redémarrer. Alors, il va me ramener à zéro dans le... On va voir, bon. Parfait, parfait. Donc, on va changer de diapositive comme ça. Voilà. Ah, ça va repartir, c'est pas grave. Donc... oui, il a été programmé. Le monde de La Fontaine, je vous montrerai la diapositive, c'est le monde de Jacques Callot, Les malheurs de la guerre. Donc, et les biographes en général n'en parlent pas, mais quand on lit les fables, on s'aperçoit qu'il y a une violence dans les fables, il y a une dévoration, et on peut se demander si ça n'est pas un souvenir de cette enfance, de cette enfance. Bon, on va être patient, on va être patient. Alors, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ah ben, il va faire les mises à jour. Donc, bon, je ne vais pas l'éteindre. Alors, j'en viens à l'œuvre de La Fontaine. 250 fables, 64 contes et beaucoup d'autres textes que je survolerai. Alors, je signale pour ceux qui voudraient lire les contes, contrairement à ce qu'on raconte depuis je ne sais combien de temps, ce ne sont pas des contes érotiques. Ce sont des contes un peu libertins, mais jamais La Fontaine n'a voulu, comme dit mon ami Casanova, troubler la fantaisie de son lecteur. Il ne veut pas troubler, il veut le faire rire. Et ce ne sont pas... Il y a des scènes érotiques, mais elles ne sont jamais décrites de façon à provoquer des conséquences de la littérature érotique. Donc, je crois que ce sont des contes qui sont drôles. Moi, j'aime beaucoup les contes. Ils sont anticléricaux. Mais c'est la tradition de l'anticléricalisme qui vient du Moyen-Âge, et je crois qu'aujourd'hui, ça ne choque pas. Alors, en une quarantaine d'années, entre 31 et 72 ans, La Fontaine a beaucoup écrit. Alors, je vais aller très vite. Donc, il a écrit 7 pièces de théâtre et un livret d'opéra, un roman en prose mêlé de vers, Les Amours de Psyché, dont je vous recommande la lecture. Moi, je ne l'avais jamais lu, je l'ai lu, donc, et véritablement, c'est un texte qu'on lit avec beaucoup d'agrément. Et au Château de Pau, si vous avez l'occasion d'y retourner, il y a 5 tapisseries qui illustrent non pas la version de La Fontaine, mais ses amours de Psyché et Cupidon. Alors, il a écrit de très nombreux poèmes en dehors des fables, une idylle héroïque, Adonis, qu'il a offerte à Nicolas Fouquet dans une très belle calligraphie. On a conservé le manuscrit. Un poème chrétien sur la captivité de Saint-Malc, mais c'est un poème très étonnant parce que ça a été fait pour des jansénistes, donc des catholiques très intégristes pour l'époque. Et on se demande, en lisant ce texte, d'abord c'est comme un roman d'aventure, et on se demande si ça ne va pas devenir un conte libertin, puisque ce saint qui a été capturé par des pirates est obligé d'épouser une très jolie jeune femme, et il est obligé de dormir avec elle. Donc on se dit, mais la morale est sauve, puisque c'est un saint et il résiste. Alors il y a des textes de La Fontaine dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont extrêmement intéressants. Ce sont des élégies. Il y a 4 élégies en première personne où on a l'impression que La Fontaine nous fait des confidences. Alors, il a traduit beaucoup de vers latins, on a aussi des lettres, on a des discours académiques, et les œuvres complètes de La Fontaine, ça représente 2 volumes de la Pléiade. Là, je vais être embêté parce qu'il aurait fallu que je vous montre des... on ne peut pas récupérer le... Non ? On ne peut pas mettre en route avec le... on peut essayer, parce que bon, mais je peux m'en passer, mais ce serait dommage. Voilà.
On va faire la pause, là, on va faire passer le café. Alors je voulais vous montrer des manuscrits de La Fontaine, parce qu'on en a très peu. Je vais essayer de les commenter. Donc, on a des manuscrits originaux de La Fontaine, et on a un seul manuscrit de travail. Au XVIIe siècle, ce qu'on appelle un manuscrit de travail, c'est un manuscrit sur lequel il a rayé des choses et où on voit comment il écrivait. Alors au XVIIe siècle, les écrivains ne gardaient pas leurs manuscrits de travail, ils étaient systématiquement jetés, et par hasard, on en a gardé un, et on voit combien La Fontaine travaillait ces textes. Manuscrit de La Fontaine, mais bon, je vais passer plus vite, mais ce manuscrit-là est très intéressant, parce que c'est l'épitaphe de Molière, écrite de la main de La Fontaine, conservée à la Comédie Française. Je trouve ça extraordinairement émouvant, parce que La Fontaine, l'épitaphe est très élogieuse, puisqu'il dit que en enterrant Molière, on a enterré plusieurs personnes à la fois, parce qu'il avait le génie de Plaute et d'autres écrivains de l'Antiquité. Alors, quand on lit La Fontaine, on est frappé par une chose, c'est l'extraordinaire culture de cet homme, sa culture littéraire. On a l'impression qu'il a tout lu, tout utilisé, les écrivains de l'Antiquité gréco-romaine, Platon à Horace, Homère à Virgile, Ésope, sur lequel je reviendrai, Phèdre, les auteurs de fables. Il a lu aussi les fabliaux, les romans du Moyen-Âge, les 100 nouvelles, qui sont une série de 100 petits contes. On ne connaît pas avec certitude l'auteur, mais qui datent du XVe siècle, hein, et qui sont des contes facétieux, parfois libertins. On a l'impression qu'il a lu tous les écrivains de la Renaissance, donc Rabelais, Montaigne, Ronsard, Marot, Marguerite de Navarre, qu'il a lu tous les conteurs italiens, qu'il a lu Machiavel, et il lui emprunte le sujet de son conte, La Mandragore. Plus étonnant, pour moi en tout cas, je me suis aperçu qu'il avait lu Don Quichotte. Il y a un texte dans lequel il dit « Cervantes me ravit ». Donc Don Quichotte a été publié en 1605, je crois, et 1615. Donc il a lu le Don Quichotte. Il a pratiqué les poètes de son temps, Théophile de Viau, Scarron, Voiture. On est fasciné par l'étendue de sa culture. Alors, à partir du troisième recueil de fables, 1678, il puise à une autre source, c'est ce que l'on appelle la tradition orientale et arabe, qu'il a connue à travers les voyageurs. Il y avait beaucoup de voyageurs vers le Proche et le Moyen-Orient qu'il a rencontrés autour de l'Académie. Il a lu leurs livres, donc, et on trouve tout l'héritage de ce qu'on appelle Kalila et Dimna. Ce sont deux chacals dans les contes arabes, donc, qui ont été adaptés, traduits en français. Alors, ces contes arabes renvoient à une autre tradition, un recueil indien, le Pancatantra, écrit en sanskrit, donc, traduit en persan, traduit en arabe, et après traduit en français. Donc, La Fontaine reprend tout cela, et au XVIIe siècle, ce qui a beaucoup changé par rapport à notre époque, c'est que l'originalité d'un écrivain, c'était pas l'invention, c'était l'écriture. La Fontaine pouvait dire qu'il prenait le sujet dans un conte, qu'il reprenait exactement le conte, ça ne posait pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'il réécrivait tout cela. Alors aujourd'hui, si les fables sont toujours très présentes dans notre imaginaire, les contes sont beaucoup moins lus, et le reste de l'œuvre de La Fontaine concerne pratiquement que les spécialistes. Je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont très plaisants. Je vous ai parlé des Amours de Psyché, mais le problème, Jacques Réda, le poète, qui a écrit un petit livre sur La Fontaine il y a quelques années, dit « Le problème avec La Fontaine, c'est le bric-à-brac mythologique ». Et effectivement, quand on lit une fable, la fable la plus longue, c'est Les Filles de Minet. Là, on a besoin des notes pour suivre la fable. Alors, dans toute la littérature sur La Fontaine, on parle souvent des contradictions de La Fontaine entre l'écriture des contes et des fables, donc d'abord les deux pôles de sa création. Je dis non, il n'y a pas d'opposition entre les contes et les fables. Pourquoi ? Parce que certains contes pourraient être des fables, et certaines fables sont des contes. Pourquoi les a-t-il mis dans les fables ? Parce qu'en général, ils sont plus courts, mais vous avez par exemple Belphégor,
c'est une fable, la fable 27 du livre 12, c'est une critique très féroce du mariage. Satan s'aperçoit que tous les gens qui sont damnés disent c'est à cause de ma femme ou à cause de mon mari, donc il dit à un diable, Belphégor, va donc voir sur terre ce qui se passe. Et Belphégor arrive à Florence, il est très riche puisqu'il a tout l'argent qu'il veut, et lui-même ne va pas pouvoir supporter le mariage et il va préférer retourner en enfer. Bon, c'est plaisant donc. Hein. Il y a une autre fable qui s'appelle Les rieurs et les poissons, c'est un conte. Je peux vous le résumer, un homme est en train de manger dans une grande société et il s'aperçoit qu'on le traite mal, il a que des petits poissons et il se met à parler aux poissons. Et il dit, mais comment êtes-vous arrivé dans l'assiette? Et les petits poissons lui répondent, en tout cas c'est ce qu'il dit, ben on ne sait pas, il faut demander aux gros poissons. Et les gros poissons, c'est à l'autre bout de la table. Alors quand on entend ça, on dit, ben faites-lui passer les gros poissons. Et à ce moment-là, il peut se servir une belle part de poissons. La Fontaine en fait une fable, mais ça aurait pu être un conte. Alors ce qui nous surprend, c'est que La Fontaine a collaboré, c'est vrai, à un recueil de poésie chrétienne qui était utilisé par les jansénistes pour leurs petites écoles. Alors, quelles sont les grandes contradictions peut-être à l'intérieur de l'œuvre et entre l'œuvre et l'homme? Alors, une chose, moi, qui m'a frappé, c'est quand on lit la correspondance de La Fontaine, on s'aperçoit qu'il était extrêmement bien informé sur les questions juridiques, les questions financières. On le fait toujours passer pour quelqu'un qui n'avait aucun souci, qui n'était pas capable de gérer de l'argent. Quand on lit sa correspondance, on voit qu'il savait ce que c'est. Il était avocat, il savait ce que c'était qu'un contrat, qu'un placement, etc. Alors on note aussi qu'il y a une sorte de contradiction. Il dit toujours qu'il veut vivre à la campagne, qu'il situe ses fables plutôt dans un milieu rural que dans un milieu urbain, et il a passé sa vie pratiquement à Paris. Il est revenu à Château-Thierry pour des obligations, mais il a surtout vécu à Paris. Alors il y a des textes, hein, dans Le songe d'un habitant du Mogol, par exemple, la fable 4 du livre 11, je lis « Solitude où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours. Ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais ?» Donc comme s'il y avait une volonté de vivre dans cette campagne. Donc, bon, on peut penser qu'il s'agit d'un thème littéraire. Et dans une fable qui s'appelle Philomèle et Procné, il explique pourquoi il a choisi la ville. Philomèle, si je ne me trompe pas, c'est le rossignol. Procné, c'est l'hirondelle. Et l'hirondelle dit au rossignol, mais qu'est-ce que tu fais dans la campagne? Va en ville, parce que dans la campagne, personne ne peut apprécier la qualité de ton chant. Va en ville. Et La Fontaine nous dit que le monde de l'art, le monde de la culture, c'est celui de La Fontaine, c'est celui de la ville, et c'est aussi celui de La Fontaine. Alors, je vais passer, parce que ça reposait sur des images, là, la chose qui peut paraître un peu contradictoire, c'est que... alors, si vous voulez, je vais essayer de passer. Ah ben, bon, on laisse tomber les images, donc c'est pas grave. Il dédie au dauphin de France, au fils de Louis XIV, son premier recueil de fables, et il y a dans ce recueil des fables qui ne sont pas du tout pour les enfants. Je vais vous en lire une. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses, c'est vraiment pas une fable pour les enfants. Un homme de moyen âge, 30 ans, et tirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du comptant, de l'argent, et partant de quoi choisir. Toutes voulaient lui plaire. De quoi notre amoureux ne se pressait pas tant? Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves, sur son cœur, eurent le plus de part. L'une, encore verte, et l'autre, un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant. Testonnant, ça veut dire refaire sa coiffure, s'occuper de ses cheveux. C'est-à-dire, nous dit La Fontaine, ajustant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part, emportait un peu de poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. C'est une vieille femme, elle préfère le voir avec les cheveux gris. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour.
Je vous rends mille grâces, les belles, qui m'avez si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu, car d'hymen, de mariage, point de nouvelles. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne, je vous suis obligé, belle, de la leçon. Donc, je trouve que la femme, pour des gamins, ça convient pas tellement, quoi. Et là aussi, La Fontaine aurait pu en faire un conte. Enfin, je vous l'ai dit, je vais passer maintenant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est quand j'ai lu ce poème sur la captivité de Saint-Mal, que j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas un poème religieux, c'est un roman d'aventure. Alors, dans son éloge de La Fontaine, Nicolas Chamfort, le moraliste du XVIIIe siècle, le moraliste assez cinglant, disait qu'il y avait une contradiction. Et je le cite, il a écrit un très bel éloge de La Fontaine pour l'Académie française, et il disait « Il y a un singulier contraste entre le conteur trop libre et l'excellent moraliste. D'un côté, quelqu'un qui donne des leçons de morale, et de l'autre, quelqu'un qui est un conteur très libre. » La Fontaine l'assume. Dans le second discours à Madame de la Sablière, qu'il a lu lors de sa réception à l'Académie française, le 2 mai 1684, il explique ce qu'il appelle non pas ses contradictions, mais sa diversité. Alors il reprend les reproches qu'on lui fait. Voici ce qu'on lui dit, c'est La Fontaine qui écrit. Quelque part que tu sois, on voit à tout propos l'inconstance d'une âme en ses plaisirs légères, inquiètes et partout hôtesse passagère. Ta conduite, tes vers, chez toi, tout s'en ressent. Tu changes tous les jours de manière et de style. Tu cours en un moment de Thérence, donc le théâtre comique, à Virgile, la poésie élégiaque. Ainsi, rien de parfait n'est sorti de tes mains. Que va répondre La Fontaine à ces critiques qu'on lui a adressées ? Ne pointe errer est chose au-dessus de mes forces. Je m'avoue, s'il est vrai, s'il faut parler ainsi, papillon du Parnasse, et semblable aux abeilles à qui le bon Platon compare nos merveilles. Je suis chose légère et vole à tout sujet, je vais de fleur en fleur et d'objet en objet. À beaucoup de plaisir, je mêle un peu de gloire, j'irai plus haut peut-être au temple de mémoire si, dans un seul genre, j'avais usé mes jours. Mais quoi ? Je suis volage, en vers comme en amour. Donc quand on lui reproche de se disperser, il dit mais non, je suis comme cela, je suis volage, en vers comme en amour, c'est la diversité qui le caractérise. Alors, si on avait des images, je vous montrerais que cette diversité, eh bien, elle est aussi, depuis la première édition des fables et depuis les éditions du XVIIIe siècle des contes, cette diversité, elle est dans l'association d'une image, d'un conte, d'une image, d'une fable. Et là, il faudrait parler de toute la tradition des illustrateurs. Pour moi, les meilleurs illustrateurs des fables, c'est Granville, au début du XIXe siècle, et Gustave Doré, dans la seconde moitié. Granville, c'est presque des caricatures, et Gustave Doré, c'est presque fantastique. Alors, il y a une autre chose sur laquelle je voulais revenir dans l'écriture de La Fontaine, c'est l'usage de la première personne. Entre la diversité d'une part et l'inquiétude d'autre part, quand on lit La Fontaine, on trouve beaucoup de premières personnes, et notamment dans les élégies, mais dans les fables et dans les contes aussi, et première personne du pluriel ou du singulier, et ça ne renvoie pas à des discours de personnages, mais à un discours de narrateur. Et alors on se demande s'il s'agit de La Fontaine, de la présence de l'homme et de l'écrivain dans son œuvre, ou s'il s'agit d'une figure de locuteur-narrateur qui n'aurait que de lointains rapports avec le vécu de l'auteur. Alors, dans les élégies, je crois que ce sont vraiment des confidences de La Fontaine et des confidences mélancoliques. Et alors, ce qui est très touchant, c'est qu'il se décrit comme un amoureux très maladroit. Que c'est pas Casanova, La Fontaine. Donc, il dit qu'il a beaucoup aimé. Il a aimé pourquoi ? Parce qu'il avait un cœur inquiet. Il avait besoin de se rassurer. Et il n'a pas eu beaucoup de succès féminin. Il évoque... et surtout, lui, il demandait de l'amour et les femmes lui répondaient de l'amitié, comme Madame de la Sablière. Alors, il s'interroge, que faire ? Mon destin est tel qu'il faut que j'aime. On m'a pourvu d'un cœur peu content de lui-même, un cœur inquiet, fécond en nouvelles amours. Alors, dans les fables,
quand on trouve la première personne, je trouve que c'est très intéressant dans la morale quand elle est à la première personne. C'est une façon pour La Fontaine de ne pas se mettre au-dessus. Il parle aussi pour lui. Quand il énonce une morale, il se l'applique à lui-même. Alors, au-delà de cette question de la première personne, eh bien, je crois qu'à travers la lecture de La Fontaine, on peut discerner le véritable sens d'une œuvre qui commence dès la dédicace de son premier recueil. Il dit « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Je crois qu'il y a une volonté didactique de La Fontaine qui reprend la vieille tradition de la poétique d'Aristote, c'est instruire en divertissant, en amusant, plaire et instruire. Donc je crois que La Fontaine ne se préoccupe pas trop de zoologie, on l'a souvent dit, il fait plein d'erreurs zoologiques, mais ce n'est pas son but. Il évoque souvent les grandes philosophies, Platon, Aristote, Épicure, et soit pour y adhérer, soit pour les critiquer, par exemple Descartes, j'y reviendrai si j'ai le temps, sur la théorie des animaux-machines. Dans la fable, comme un animal dans la lune, c'est la fable 17 du livre 7, il explique qu'en Angleterre, on avait observé avec une lunette la lune et on avait vu un animal. Et puis on avait regardé la lunette, on a vu qu'il y avait une souris dans la lunette. Et c'est pour lui une fable emblématique. Quand on croit voir un animal dans la lune, on peut voir que c'est une erreur. Et nos sens nous permettent d'accéder à une... C'est pas quelqu'un qui vit dans le doute, La Fontaine. Il dit on peut accéder à une connaissance. Dans l'ensemble de son œuvre, ce qu'il dénonce, ce sont d'abord les idées toutes faites, les préjugés. Dans une fable, peu importe, c'est Démocrite et les Abdéritains, voici ce qu'il écrit. « J'ai toujours haï les pensées du vulgaire, qu'il me semble profane, injuste et téméraire, ce vulgaire, donc les gens qui ne réfléchissent pas, mettant de faux milieux entre la chose et lui, et mesurant par soi ce qu'il voit en autrui. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout juger par soi-même, il faut d'abord observer. » La Fontaine revendique un regard critique sur le monde dans un effort pour éviter les préjugés. Globalement, face aux croyances non fondées, son attitude relève de ce que j'appelle une sorte de rationalisme narquois. Il utilise sa raison, mais toujours avec humour. Dans une fable comme Les Devineresses, et à l'époque ça a de l'écho parce que c'est l'époque de l'affaire des poisons, où là l'entourage royal a été compromis. Alors il dénonce aussi, La Fontaine, s'il dénonce le vulgaire, entre guillemets, il dénonce aussi les philosophes austères qui ne savent pas jouir des plaisirs de la vie. Et il y a une fable très amusante qui s'appelle Le philosophe Scythe. Un philosophe du Nord va en Grèce et il voit un philosophe grec qui taille son verger. Et quand il rentre chez lui, il veut faire pareil, il coupe tout et il détruit la récolte de fruits. Et c'est une allégorie, bien sûr. Il ne faut pas supprimer tous les plaisirs pour acquérir je ne sais quoi, il faut émonder les arbres avec justesse pour vivre en harmonie avec le monde et avec la nature. Alors, quant à la théorie de Descartes sur les animaux-machines, Descartes disait que les animaux n'avaient pas d'âme, n'avaient qu'une sensibilité mécanique, et que l'âme était réservée à l'homme, quoi. Donc les chiens n'allaient quand même pas au paradis pour Descartes. Donc, que dit La Fontaine? Eh bien, il prend à contre-pied cette théorie, et il veut la montrer, il prend des exemples. Il prend l'exemple de deux rats qui s'associent pour transporter un œuf, il prend l'exemple des castors du Canada, il prend l'exemple d'un cerf qui met un cerf âgé poursuivi par une meute qui amène un autre cerf plus jeune sur la trace pour que les chiens suivent. Donc il dit, il y a une intelligence animale et toutes ces fables le montrent. Alors pour ne pas blesser les théologiens, il trouve une sorte de subterfuge. Il dit, il y a deux sortes d'âmes. Une âme matérielle que les hommes partagent avec les animaux et une âme spirituelle qui est l'apanage de l'humanité. Alors dans son œuvre, en dehors de ses principes philosophiques, La Fontaine exprime un certain nombre de phobies. J'ai évoqué l'une d'elles, celle qui est la plus présente, j'en évoquerai 5 ou 6, le mariage. Là, il y a vraiment une phobie, dans ses contes comme dans ses fables, comme dans sa vie. La Fontaine dénonce les méfaits du mariage. Dans la fable Le mal marié, la fable 2 du livre 7, il résume son opinion. Que le bon soit toujours camarade du beau, dès demain je chercherai femme.
Si je peux trouver un être beau qui soit aussi un être bon, je me marie. Mais comme le divorce entre eux n'est pas nouveau, entre le bon et le beau, et que peu de beaux corps, hôtes d'une belle âme, assemblent l'un et l'autre point, ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point. Donc, comme il ne peut pas trouver une sorte d'idéal, il ne se marie pas. Alors, on a reproché à La Fontaine d'être misogyne. Quand on lit La Fontaine, on dit La Fontaine n'est pas misogyne. Les contes traditionnels sont misogynes. Pourquoi? Parce que la femme est toujours prête à tromper l'homme, mais l'homme est aussi toujours prêt à tromper la femme. Mais chez La Fontaine, les défauts des femmes sont partagés par les hommes et les défauts des hommes sont partagés par les femmes. Dans la fable La fille, par exemple, que l'on cite souvent comme une fable misogyne, c'est une jeune fille, donc qui n'est pas mariée, qui veut se marier et qui rejette tous les prétendants parce qu'ils ne sont jamais assez bien. Et La Fontaine nous dit, elle finit par épouser un malotru. Et il se moque un peu d'elle parce qu'elle prend un bossu, je crois, je ne sais plus quoi. Donc, et on dit, voilà, c'est la misogynie de La Fontaine. Je ne crois pas. Il vise une précieuse, une femme qui, ça pourrait être un homme, qui ne se satisfait pas, comme ce philosophe cite, de la réalité quotidienne. On cite souvent Les femmes et le secret, cette très jolie fable, la fable 6 du livre 8, que Lucchini dit très bien, Fabrice Lucchini l'a dit très bien, cette femme. C'est un homme qui veut faire une farce à sa femme dans le lit conjugal. Il lui dit « Ah, j'accouche d'un œuf ». La femme lui dit quoi, un œuf? Il dit oui, ne le dis à personne, on m'appellerait poule. Donc, alors la femme s'en va et dès qu'elle voit sa première copine, elle lui dit mon mari, il a accouché d'un œuf. La copine dit le mari d'une telle, il a accouché de 3 œufs. Et puis au bout de la journée, je ne sais plus combien il y en avait 40. Donc, alors, que dit La Fontaine? Eh bien, il dit rien ne pèse tant qu'un secret, le porter loin est difficile aux dames. Mais il ajoute et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. C'est pas misogyne. Il dit dès qu'on connaît un secret, eh bien, on veut le répandre. Je crois que dans les relations amoureuses, comme dans les relations érotiques, les hommes et les femmes chez La Fontaine ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. C'est l'institution du mariage qui les rend ennemis les uns et les autres. Autre phobie de La Fontaine, là je me sens un peu visé, l'école, les pédants, ceux qu'il appelle les pédants, c'est-à-dire les enseignants, les écoliers et plus généralement les enfants. Que dit-il des enfants? Ils sont doublement sots et doublement fripons. En raison de quoi? En raison de leur jeune âge, ils sont d'abord sots pour une raison, leur jeune âge, fripons pour une raison, leur jeune âge, et doublement pourquoi? Je cite, par le privilège qu'ont les pédants de gâter la jeunesse. On leur donne des enfants sots et fripons, les pédants les rendent doublement sots et doublement fripons. C'est la fable, l'écolier, le pédant et le maître d'un jardin. On raconte, mais que n'a-t-on pas dit sur La Fontaine, qu'il se serait tellement désintéressé de son fils que ce serait son ami Maucroix qui aurait élevé cet enfant, et des années plus tard, La Fontaine ne l'aurait pas reconnu. Troisième phobie de La Fontaine, tout ce qui concerne les entreprises commerciales hasardeuses, risquées, les investissements. Par exemple, le commerce maritime. Il y a une fable, la fable 2 du livre 4, Le berger et la mer, où il dénonce toute entreprise de navigation, de commerce, et alors il exprime une morale qui peut sembler très étroite, c'est la morale de mon arrière-grand-mère, 1 sou quand il est assuré vaut mieux que 5 en espérance. Bon, avec ça, vous spéculez pas à la bourse. 1 sou quand il est assuré vaut mieux que 5 en espérance. Alors, il y a aussi ce genre de morale, il se faut contenter de sa condition. Et alors, on a analysé ça comme une opposition à Colbert. Colbert a été le ministre du développement des grandes compagnies, et on a dit, voilà, La Fontaine, Colbert a renversé Fouquet, il a pris la place que Fouquet convoitait, et on a dit que c'était une opposition à Colbert, peut-être. Autre objet de la vindicte de La Fontaine, les tribunaux et les procès provoqués, je cite La Fontaine, par la folle et détestable envie, c'est dans L'Huître et les 2 plaideurs, ou dans Le juge-arbitre, l'hospitalier et le solitaire, qui est une fable en quelque sorte testament. Autre dénonciation, l'orgueil déplacé, la vanité, la sotte vanité. On se souvient de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, ou du rat et de l'éléphant. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois.
c'est proprement le mal français. Alors, il y a une plaisanterie de La Fontaine, parce que le mal français, c'est autre chose, hein, c'est la syphilis, mais il raille cette volonté de se faire passer pour plus que l'on est. Lui-même, La Fontaine, a tout fait pour avoir un statut d'écuyer, c'est-à-dire un statut de noblesse, pour ne pas payer un certain nombre d'impôts. On se souvient de la fable Le bûcheron et Mercure, la première fable du livre 5. Moi, j'ai écrit ça en face de mon bureau. Tantôt je peins en un récit la sotte vanité jointe avec l'envie, deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie. La sotte vanité et l'envie, ce sont les deux fondements les deux fondations de notre comportement. Dernier objectif de La Fontaine, les avares. S'il y a une catégorie de gens qu'il ne supporte pas, ce sont les avares, ceux qui accumulent l'argent, qui l'enterrent. Dans sa vie, La Fontaine n'a pas cédé à ce vice. La fable Le thésauriseur et le singe, la fable 3 du livre 12, montre que cette erreur va jusqu'à la fureur. Une autre fable, Le loup et le chasseur, dénonce la convoitise, l'avarice. Je vais vous en lire les 10 premiers vers. Combien de temps me reste-t-il à peu près? Je sais pas. Combien de temps? 5 minutes? C'est vous qui l'avez dit. 1h30, je m'arrête au bout d'1h30. Et ça fait combien de temps à peu près? 1h16. On dit encore 14 minutes. 1h30 et on arrête. Je vous lis, donc c'est pour savoir si j'ai le temps de vous lire le début du loup et le chasseur. Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux. Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage? Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons? L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage, ne dira-t-il jamais « C'est assez, jouissons ». Hâte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre. Je te rebats ce mot, car il vaut tout un livre. Jouis, je le ferai, mais quand donc? Dès demain. Eh mon ami, la mort te peut prendre en chemin. Jouis dès aujourd'hui. Redoute un sort semblable à celui du chasseur et du loup de ma fable. Et là, il va montrer comment le chasseur va finir par se tuer à force de vouloir tuer les animaux, et comment le loup va finir par se tuer aussi à force de gourmandise. Alors il est évident qu'à travers ces défauts individuels, les fables de La Fontaine prennent souvent une dimension politique, et c'est sans doute ce que Louis XIV ne lui a jamais pardonné. Alors, j'ai été très étonné par les jugements des critiques sur la pensée politique de La Fontaine. Hippolyte Taine, celui qui est très célèbre pour un texte sur La Fontaine au XIXe siècle, considérait La Fontaine comme le plus grand frondeur du siècle, celui qui désobéissait. Un autre critique, Jules Vogue, voyait en lui un rêveur subversif. J'aime bien cette image, un rêveur subversif. Jean Fabre, un XVIIIiste, le considérait comme un opposant clandestin et tenace, qui développait dans ses fables une contre-propagande spirituelle et tenace au projet de Colbert, l'anti-Colbert. Antoine Adam, l'historien de la littérature du XVIIe, parle d'un auteur satirique, clairvoyant, particulièrement sensible au bouleversement d'une société en pleine évolution. Georges Couthon, un spécialiste de La Fontaine, en faisait un opposant, alors là j'aime beaucoup la formule, un anarchiste paisible et non militant. C'est La Fontaine, Georges Brassens un peu. Hein. On pourrait faire un parallèle, on fête le 100e anniversaire de la naissance de Georges Brassens, et on pourrait faire un parallèle entre Brassens et La Fontaine avec l'anticléricalisme de La Fontaine, un peu moins virulent que celui de Brassens. Ce qui est sûr, c'est que La Fontaine critique à visage découvert le pouvoir absolu, arbitraire, et ses justifications hypocrites. C'est la leçon de la célèbre fable « L'homme et la couleuvre ». Quand un homme veut tuer une couleuvre, la couleuvre plaide sa cause et l'homme oppose des arguments et il finit par la tuer parce qu'il a envie de la tuer. Alors, il ne faut pas commettre d'anachronisme. En aucun cas, La Fontaine remet en cause la monarchie elle-même. Il remet en cause le pouvoir absolu d'un roi, mais pas le système monarchique. La fable « La tête et la queue du serpent qui se disputent » l'illustre. Hein. Quand la queue du serpent veut jouer le rôle de la tête, eh bien, ça conduit le serpent à la mort. Et La Fontaine conclut « Malheureux les États tombés dans son erreur ». Je crois qu'il pense à la Révolution anglaise de 1649,
qui a coupé la tête au roi Charles Ier. Donc en 49, La Fontaine, il a 49 moins 21, faites le calcul, il a vécu ceci. Alors il y a une autre fable qui s'appelle Les membres et l'estomac. Les membres d'un corps humain, d'un homme, disent mais c'est pas possible, on travaille toute la sainte journée pour nourrir l'estomac. Que font-ils? Ils se mettent en grève. Donc ils font grève, ne travaillent plus. Et très vite, ils s'aperçoivent que tout le corps dépérit et que s'ils continuent, ils vont eux-mêmes mourir. Et La Fontaine est explicite, il conclut en disant « Cela peut s'appliquer à la grandeur royale, toute la richesse vient, tout ce que l'on produit vient de cette grandeur royale. » Alors il est évident, je ne vais pas développer, que s'il justifie la royauté, s'il ne la met pas en cause, la personne du roi, si on admet que c'est le lion, est l'objet de nombreuses critiques. Le lion amoureux devient pas gâteux, mais il n'a plus de réflexe. Donc un simple moucheron peut venir à bout du lion. Il y a tout un côté faiblesse du lion. Et ce que La Fontaine dénonce plus que la personne du lion, c'est la cour. La cour de Versailles, la cour royale. Il y a beaucoup de textes qui dénoncent, là, je vais vous en citer qu'un, Les obsèques de la lionne, la fable 14 du livre 8. De quoi s'agit-il? La lionne est morte, donc on va l'enterrer. On prétend que le cerf n'a pas pleuré au moment de la mort. Pourquoi? Il n'aurait pas pleuré parce que la lionne avait dévoré sa femme et son fils. Donc on dit, oh, et le renard ajoute même, non seulement il n'a pas pleuré, mais il a ri. Ah, alors, que fait le lion? Ils veulent faire exécuter par ses courtisans. Le cerf, qui cette fois-ci est très habile, va se justifier par un mensonge très fin. Il dit, mais non, si je n'ai pas pleuré, c'est parce que la lionne m'est apparue... La lionne, oui, m'est apparue dans les Champs-Élysées et elle m'a dit « Laisse pleurer le roi, laisse pleurer le lion, j'y prends plaisir, ça montre son chagrin. » Et donc là, la subtilité du cerf le sauve et à ce moment-là, il n'est plus question de le condamner. Mais le fabuliste intervient et voici ce qu'il écrit, c'est un texte très célèbre. « Je définis la cour du roi, donc je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'il plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime 1000 corps, c'est bien là que les gens sont de simples machines. Quand on lui parle des animaux-machines façon Descartes, il répond, s'il y a un endroit où les animaux où les êtres ne réfléchissent pas, n'ont pas de liberté de conscience individuelle, c'est la cour du roi. Et de façon très étonnante, La Fontaine les épingle dans ses courtisans, et ses grands seigneurs aussi, puisque les courtisans sont des grands seigneurs, il les épingle dans une formule qui annonce à mes yeux, celle de Figaro, chez Beaumarchais, pour les grands seigneurs et les courtisans, l'univers leur sait gré du mal qu'ils ne font pas. On est reconnaissant aux grands, aux puissants, simplement de ne pas faire du mal. Il y a un conte, le conte du paysan qui avait offensé son seigneur, qui est glaçant, qui montre jusqu'où peut aller la cruauté envers les plus faibles. Un seigneur veut punir un de ses paysans pour une peccadille, on nous dit. Lui, il laisse le choix entre trois punitions, payer une très forte somme d'argent, recevoir un grand nombre de coups de fouet ou manger 30 gousses d'ail sans boire. Alors le paysan qui n'a pas d'argent, qui ne veut pas être fouetté, dit « je vais essayer de manger les gousses d'ail ». Et au bout de 5 ou 6, il n'en peut plus. Et le seigneur va lui infliger soit la punition en argent, soit les coups de fouet. Et c'est là que La Fontaine exprime son indignation. Alors, en opposition, et je vais conclure là-dessus, je crois que ça pourra aller, en opposition à ces méfaits, La Fontaine va développer une pensée positive. Dans un texte comme Le paysan du Danube, la fable 11 du livre 7, un paysan arrive au Sénat romain pour
alors il est mal vêtu, c'est un rustre qui vient du Nord, pour défendre son peuple. Et il va faire un discours extraordinaire qui va condamner l'impérialisme et le colonialisme. C'est un texte qu'on peut lire aujourd'hui avec une éloquence, et alors La Fontaine conclut en disant que le Sénat romain a fait graver ce texte parce que c'est un modèle d'éloquence, et c'est à la fois, il ne faut pas juger les gens sur l'apparence, il avait l'air d'un sauvage, mais il a un courage politique, et il dit au Sénat romain ce qu'il a envie de dire. Alors je crois que la valeur suprême pour La Fontaine, c'est l'amitié. Amitié certainement, à l'image de celle qui l'a liée toute sa vie d'adolescent et d'adulte à François de Maucroix, et aussi à Jean Racine. Il a été très proche de Jean Racine. C'est aussi l'amitié fusionnelle que La Fontaine évoque dans Les Deux Amis, et malheureusement, dans Les Deux Amis, vous le savez, ça se passe au Monomotapa, et jamais personne n'a pu trouver sur une carte l'emplacement du Monomotapa. C'est-à-dire que si vous voulez trouver deux vrais amis, bien il faut aller dans un pays imaginaire. Alors, je dis que c'est bien parce que cette amitié a la pureté de l'inaccompli. Alors, je vous avais annoncé que La Fontaine n'était jamais c'est dommage, je voulais vous montrer une image, mais je ne le ferai pas. La Fontaine n'est jamais là où on l'attend. Il y a très peu de temps, j'étais en voiture et j'écoutais la radio, j'écoutais France Culture. Et tout à coup, je sursaute, j'entends la voix de Romain Gary. Romain Gary est mort en décembre 80, c'était un vieil enregistrement, et il évoquait un de ses romans que vous avez peut-être lu, Les Racines du ciel, où Morel défend les éléphants, et Romain Gary disait que la défense des éléphants, c'est pas la défense des éléphants, c'est la défense de l'humanité. Mais comme on le dit, comme les écologistes le disent. Et alors tout à coup, j'entends Romain Gary s'indigner. Comment est-ce possible dans la France de La Fontaine? Alors je dis, diable, voilà La Fontaine qui est réquisitionnée dans les troupes du militantisme écologique. C'est quand même un peu anachronique, donc. Toujours sur France Culture, voilà que j'écoute une émission, Le Cabinet Noir, une émission que j'aime beaucoup, une émission d'archéologie. Et à nouveau, je sursaute. L'archéologue invité, alors ne riez pas, il s'appelle Alain Tétart. Bon, c'est pas parce qu'il s'appelle Tétart qu'on va parler de La Fontaine, mais tout à coup, cet archéologue nous explique que La Fontaine permet de comprendre les peintures pariétales du Paléolithique. Donc les peintures dans les cavernes, à la grotte Chauvet, à Lourdes, pas à Lourdes, pardon, à Lascaux, donc c'est un lapsus, pardonnez-le-moi, à Lascaux, donc, La Fontaine, alors moi je me dis, mais comment, alors, il explique, et il dit, si les hommes ne sont presque jamais peints, on voit des animaux, allez voir la grotte Chauvet, c'est fantastique, on voit des animaux, et je crois qu'il n'y a pas un seul homme à Lourdes, décidément, à Lascaux, il y a une silhouette d'homme. Donc, et alors, je me dis, mais pourquoi? Et cet archéologue triomphe en disant, c'est comme chez La Fontaine, les animaux représentent des hommes. On n'a pas besoin de représenter des hommes parce que, sous forme totémique et autres, alors je vous avoue que j'étais obligé de réécouter en replay l'émission pour comprendre ce chemin qui dure quand même 35 000 ans, qui va de la grotte Chauvet jusqu'à La Fontaine. Dernière chose, si vous allez vous promener dans la 25e division du cimetière du Père-Lachaise, vous verrez côte à côte deux tombeaux impressionnants, celui de La Fontaine et celui de Molière. Alors on fait comme si on voyait les images de ces tombeaux tout à fait majestueux. À sa mort, La Fontaine a été inhumé au cimetière des Saints-Innocents, donc dans un cimetière parisien qui a été détruit après. En 1792, donc un peu plus d'un siècle après sa mort, on a exhumé un corps du cimetière Saint-Joseph. On s'est trompé de saint, on est passé des Saints-Innocents à Saint-Joseph, en croyant qu'il s'agissait de celui de La Fontaine. 7 ans après, en 99, les restes, là, ont été transférés au musée des monuments français. Un peu bizarre, mais on avait fait un musée des monuments, avec les restes de La Fontaine. Et en 1817, donc 18 ans après, on a transféré les restes au Père-Lachaise. Et quand on reconstitue le circuit, eh bien on s'aperçoit que ça n'a jamais été La Fontaine. Le corps de La Fontaine n'est pas dans la tombe qui lui est attribuée, mais ce qui est certain, c'est que son esprit, lui, est dans ses livres. Progressivement, La Fontaine a vécu par et pour l'écriture. À la fin de sa vie, ce sera la dernière citation, il confiait à son ami Maucroix
je mourrais d'ennui si je ne composais pas. Le vieil homme, Maucroix lui dit, mais tu t'occupes encore? Il dit, mais si je ne composais pas, si je n'écrivais pas, je mourrais d'ennui. Comme l'écrivait La Fontaine dans la fable Les Lapins, 100 exemples, et j'ajoute 100 images, pourraient appuyer mon discours, mais les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs. Je tiens qu'il faut laisser dans les plus beaux sujets quelque chose à penser. Ainsi, ce discours doit cesser. Je vous remercie.